Merci à tous pour votre présence. Donc Jean-Philippe et moi, on va essayer de vous présenter un travail qui est en cours. Donc on vous demandera un peu d'indulgence par rapport à la présentation. Et on va se questionner en fait les différents modèles de développement qui peuvent être mis en place dans le cadre du périmètre de Bagré, qui est un gros périmètre, une grande infrastructure réalisée en centre-est du Burkina Faso. Alors, je vais passer assez rapidement sur cette introduction générale, mais l'idée c'était juste de replacer un peu les enjeux de développement liés à l'irrigation. Donc on est au Burkina Faso dans une zone sahélienne où les besoins en eau sont particuliers du fait de la variabilité des précipitations et de la disponibilité en eau qui est, on constate, faiblement captée par les aménagements. On a différents types d'irrigation qui se mettent en place, avec des grandes irrigations et des grandes infrastructures, des gros barrages, et des petites irrigations avec des petits réservoirs, avec des irrigations privées ou publiques. On a donc différentes modalités et différents acteurs qui interviennent, notamment en considérant depuis les acteurs, les usagers directs des ressources, jusqu'aux bailleurs qui ont financé en fait les grands aménagements. Et là, on va se placer dans un... Donc, en termes d'enjeux aussi par rapport à l'irrigation, au Burkina Faso se pose la question en fait, de l'articulation entre deux grands modèles de développement. Est-ce qu'on développe l'irrigation pour permettre l'installation d'agro-entreprises qui vont donc avoir des productions qui vont être notamment destinées à l'exportation ou au moins augmenter la rentabilité des aménagements, et de l'autre côté une agriculture qui est une agriculture familiale, où là ça va être plutôt un enjeu de paix sociale qui va être mis en avant. Alors on a donc deux modèles de développement qui souvent sont opposés, et nous ce qu'on voudrait faire ici c'est un peu aller au-delà de cette simple opposition et montrer comment dans le cadre de Bagré vont s'articuler en fait ces deux types de modèles de développement. Alors, de manière très rapide, je vais vous présenter un peu la région de Bagré et l'histoire de l'aménagement dans la zone. Donc, on est au centre-est du Burkina Faso. Dans les années 70, en 74 en fait exactement, il va y avoir... c'est une zone qui est impactée, la vallée du fleuve Nakambe, et sous l'effet en fait de l'Oncocerco, donc la cécité des rivières. Et en 1974, en fait, il va y avoir un programme de l'OMS qui va éradiquer l'onchocercose dans la zone, et du coup va permettre le développement de l'agriculture irriguée dans cette zone-là. Donc il va y avoir un premier test qui va être réalisé par l'autorité des aménagements de la vallée de la Volta, afin de repeupler un peu la zone qui a été abandonnée par les populations du fait de cette maladie. Donc un petit barrage qui va être réalisé sur 80 hectares pour essentiellement faire du gravitaire et du riz irrigué. Ce qui a, dans les années 80-87, on va avoir donc la révolution sankariste qui va se mettre en place, et une volonté en fait d'aller un peu plus loin encore en termes de souveraineté alimentaire à ce moment-là. Et donc d'appuyer cette souveraineté alimentaire par le développement de grandes infrastructures hydrauliques. Donc on va avoir une phase d'encadrement de la production qui va être assez importante. En 86 va être créée ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage de Bagré, qui va avoir pour objectif en fait d'accompagner et de gérer en fait les travaux d'aménagement suite au bon résultat du petit Bagré en fait. Donc dans les années 90, bon, c'est marqué comme par ailleurs par les plans d'ajustement structurel qui vont donc modifier un peu la donne en termes d'intervention de l'État dans la zone. Et dans les années 90, au début des années 90, vont être financés des aménagements de façon à pouvoir développer la zone d'exploitation de Bagré. Donc le barrage va être construit entre 90, le grand barrage de Bagré va être construit entre 90 et 93.
C'est un barrage, initialement le petit barrage de Bagré faisait 2,5 millions de mètres cubes. Là, le grand barrage va faire 380 millions de mètres cubes. Donc on est vraiment dans d'autres proportions. Ah oui, on change complètement d'échelle, exactement. Et donc, voilà. Et donc, on va avoir donc une série d'aménagements entre les années 90 et 2010, financés par différents types de bailleurs. D'abord, un premier aménagement sur la rive droite, qui est un aménagement de 1200 hectares, financé par la coopération taïwanaise. Puis, après, un aménagement de 680 hectares, puisque les 600 hectares vont en plus rajouter les 80 hectares initiaux en fait, du Petit Bagré, financé par différents types de bailleurs, à la fois la BAD, l'Europe et puis l'AFD. Qui ne s'appelait pas l'AFD d'ailleurs à cette époque-là. Ensuite, on va avoir un aménagement entre 2011 et 2014 de plus de 1000 hectares qui va être réalisé. Et pour ces trois aménagements-là, l'objectif, c'est de se focaliser sur l'agriculture familiale de façon à pouvoir installer les populations qui ont été impactées par le barrage, par la mise en eau du barrage. Ensuite, en 2011, donc on se rapproche de la période actuelle, on va avoir en fait la maîtrise d'ouvrage de Bagré qui va être remplacée par une société d'économie mixte, le projet Pôle de croissance de Bagré, donc avec un appui de la Banque mondiale, pour pouvoir développer les zones irriguées et aussi permettre non pas d'y associer en fait des agro-entrepreneurs. Voilà, je reviendrai après dans le détail des différents aménagements. Donc à terme, j'ai oublié de le préciser, en fait, il y a une zone d'utilité publique qui a été mise en place sur le territoire de Bagré. Et à terme, c'est 60 000 hectares qui sont prévus d'être aménagés. Pardon, il y a 60 000 hectares qui sont dans une zone de concentration. Et dans ces 60 000 hectares, il y a 30 000 hectares qui sont prévus d'être aménagés à l'horizon 2020. Voilà. Et dans ces 60 000 hectares, dans ces 30 000 hectares, pardon, il y en a à l'heure actuelle, il y en a à peu près 7 000 qui sont focalisés sur l'agriculture familiale, et on a 10 000 qui sont destinés en fait aux agro-entrepreneurs. Alors dans ce contexte-là, la question autour desquelles en fait, s'est organisée notre présentation, c'est essayer de rendre compte des différents principes de gestion qui vont être mis en place pour prendre en compte en fait, le pluralisme foncier qu'il y a sur la zone. Sachant qu'on se situe, donc, comme je l'ai présenté tout à l'heure, dans un projet de développement qui s'appuie en fait, sur une irrigation de grande échelle, qui est mise en place par une agence parapublique, d'abord la MOB, puis ensuite le Bagré Pôle, pardon, et avec un appui fort des bailleurs de fonds internationaux. Donc encore un petit rappel, en fait, un petit résumé sur la prise en compte. Donc là, on va parler de deux types de pluralisme qui sont prises en compte en fait, dans les aménagements. D'abord en considérant en fait, au niveau à l'échelle du Burkina la façon dont les régimes fonciers coutumiers sont pris en compte dans la législation et comment ça a été pris en compte au cours du temps. Dans l'époque coloniale, donc le foncier était considéré comme étant le domaine de l'État mettant en place sur les terres vacantes et sans maître, pour reprendre une expression de l'époque coloniale. Les terres aménagées, sur les terres aménagées, l'État avait le droit en fait, d'exproprier les populations qui étaient dessus et d'installer les colons pour les mettre en valeur. Et dans cette phase-là, on avait une certaine reconnaissance des droits fonciers coutumiers, mais droits fonciers coutumiers collectifs avec la mise en place de procédures de reconnaissance.
Ensuite, la période suivante, après les indépendances et jusqu'à la révolution sankariste, on va conserver en fait cette situation générale du foncier et on va avoir en fait la possibilité la possibilité sur les terres aménagées de pouvoir exproprier pour cause d'utilité publique. Dans ce cadre-là, on considère encore, la loi considère encore en fait que les droits coutumiers existent, mais par contre demande à ce qu'ils soient révélés par les enquêtes publiques. Après, entre 80 et 96, on assiste à une nouvelle réforme foncière en 84 avec l'avènement de la révolution sankariste, qui va créer en fait le domaine foncier national. Donc, il n'y a plus de domaine de l'État. En fait, l'État est le propriétaire unique en fait, de toutes les terres du pays. Donc, ça s'applique bien évidemment aux terres aménagées. Et de fait, les droits coutumiers ne sont plus reconnus en fait, au Burkina Faso. On va avoir, après le coup d'État de Compaoré, des réformes foncières en 91 et en 96 qui vont autoriser en fait, l'achat de titres privés individuels dans le domaine foncier national. On va avoir les terres aménagées vont être considérées comme ayant un statut particulier où il n'y a pas de propriété, où on peut identifier les populations affectées par les projets d'aménagement. Et donc de ce fait-là, on va avoir une introduction d'un principe de compensation des populations affectées par les aménagements. Mais il n'y aura pas de modalité financière qui va être clairement établie. Ceci étant, les populations qui sont directement affectées par les aménagements sont censées être prioritaires dans l'attribution des nouvelles parcelles. Et dans ce dispositif-là, on a une reconnaissance de fait des partiels des droits coutumiers, mais le problème que ça pose, c'est que la reconnaissance nécessite des procédures qui sont complexes et un coût important, donc du coup, on va avoir une faible immatriculation des droits coutumiers. Et depuis 2009, donc, il y a une nouvelle réforme foncière, une nouvelle loi foncière qui a été établie, où est défini en fait un domaine foncier rural de l'État, un domaine foncier rural des collectivités territoriales, pardon. Et dans ce cadre-là, on va avoir les terres aménagées qui vont avoir un régime spécifique avec la possibilité d'exproprier encore les populations en raison en fait, d'aménagements d'utilité publique. On va aussi avoir, en termes de reconnaissance des droits coutumiers, on va avoir une reconnaissance individuelle et collective, avec notamment l'établissement de titres fonciers tels que l'attestation provisoire de foncier rural, qui va être un document qui va être transmissible, donc on peut transmettre à ses héritiers, qui peut être cessible, et dans certains cas, qui peut même devenir des titres fonciers complets. Donc je vais changer en fait. Donc là, Williams vient de vous présenter le fait qu'il y avait donc un pluralisme de relations foncières et une évolution au niveau de la législation et de la loi burkinabé. Ce qui est important également à comprendre dans le cadre de Bagré, c'est donc depuis 2011 le fait que c'est une zone qui fait l'objet d'un appui institutionnel très fort et financier de la Banque mondiale. La zone de Bagré étant le premier agropole, pôle de croissance mis en place en Afrique de l'Ouest. Donc un nouveau modèle un petit peu d'intervention des bailleurs de fonds mettant en avant la question de l'agro-entrepreneuriat. Avec ça, c'est mis en place donc toute une série d'autres règles gérant le foncier et notamment les politiques de sauvegarde des différents bailleurs de fonds, au premier titre desquels la fameuse PO 412 qui un petit peu essaye d'encadrer l'identification, les mécanismes de compensation et de réallocation des personnes affectées par les projets. Donc au-delà de la politique de sauvegarde de la Banque mondiale, donc qui vient juste d'être révisée, il y a également une politique assez similaire de la Banque asiatique, de la Banque africaine de développement, pardon. Le deuxième élément qui se superpose également un petit peu dans une idée de millefeuille, c'est le fait que l'ensemble de la zone de Bagré a été en 1998 déclarée zone d'utilité publique.
Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait on a une agence, donc dans un premier temps c'était la maîtrise d'ouvrage de Bagré, et maintenant c'est donc une société mixte, une dichotomie mixte qui s'appelle Bagrépol, qui est devenue gestionnaire du fonds foncier au nom de l'État. Dans ce contexte-là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que parmi les pays de la région, on a un relatif alignement entre le droit burkinabé et en fait les standards internationaux comme ces politiques de sauvegarde. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner le contexte. Maintenant, pour essayer de traduire ça en aspect plus pratique sur comment est-ce que l'ensemble de ces législations se traduit également dans le cadre d'aménagement à grande échelle. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que donc, quand on parle du régime foncier, un petit peu des aménagements agricoles, il y a trois grands éléments qu'on peut souligner. Donc la question de la terre, la question de l'eau et la question des infrastructures. Et en fait, la relation à ces trois éléments est souvent cadrée par ce qu'on appelle des cahiers des charges qui vont un petit peu lister les droits et les obligations des personnes situées au sein des aménagements. Donc juste pour simplifier, sans rentrer dans le détail, le cahier des charges, il y a souvent trois grandes dimensions. Vis-à-vis de la terre, pendant un certain temps, ça peut évoluer des instructions sur les itinéraires techniques à suivre, pendant longtemps notamment des itinéraires rizicoles imposés aux agriculteurs, mais également des modalités de faire valoir et des capacités de transaction foncière qui vont être limitées. Très souvent, justement, même s'il y a des titres, il va y avoir, par exemple, dans ce cas-là, une préemption de l'agence qui est en charge de la gestion des aménagements. Donc, les titres ne peuvent pas être vendus. Les locations sont souvent dans le cas de la MOB, interdites. Donc, vis-à-vis de l'eau, ce cahier des charges, un petit peu, met en avant donc, une obligation de payer une redevance en eau, le fait de non payer pouvant justement entraîner le fait qu'on retire le droit d'exploitation qui a été donné, même si ça ne se met pas trop en place dans cette zone-là. Aussi une obligation de participer, d'appartenir à des groupements d'usagers de l'eau, qui soient actifs ou pas actifs. Et vis-à-vis des infrastructures, il y a souvent des devoirs de maintenance et d'entretien, notamment des infrastructures à l'échelle tertiaire. Donc en fait, la relation au foncier se met dans un cadre comme ça plus large aussi de cahier des charges qui liste les droits, devoirs sur les infrastructures et sur l'eau. Donc maintenant on va passer un petit peu à autre chose, sur essayer de vous montrer en trois grandes étapes un petit peu la façon dont les dynamiques le foncier a évolué en trois temps. Tout d'abord, quelles avaient été les dynamiques de peuplement avant les aménagements qui avaient été faits. Comment est-ce que ça s'est traduit dans les trames foncières coutumières, et donc plus récemment, quelles ont été les dynamiques foncières qui ont été mises en place dans les aménagements, sachant qu'on revient à des aménagements qui, pour les premiers, réellement, ont été faits au milieu des années 90. Donc on a ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a une visibilité sur 20 ans d'évolution des pratiques, de façon d'identifier les PAP et de la façon de comment est-ce qu'on peut les gérer. Donc en termes de spécificité foncière, on va d'abord s'intéresser aux dynamiques de peuplement pour expliquer un peu quelles étaient les règles comment les droits coutumiers se sont établis sur la zone. Donc en fait, l'aménagement de Bagré se situe en pays Bissau, au Burkina Faso. Et c'est un peuplement, c'est une zone, la vallée des Volta, qui a subi entre le XVIIe et le XIXe siècle un peuplement et un dépeuplement sous l'effet en fait des razzias et des incursions des royaumes autour, des royaumes Mossi. Avec la colonisation, on va avoir, du fait de la mise en place de l'impôt de capitation et de l'instauration des travaux forcés, et aussi également lié au développement donc, au cercose, on va avoir en fait les populations de Bissau qui vont plutôt avoir tendance à fuir en fait le territoire pour aller notamment vers la Gold Coast. Avec l'éradication de l'onchocercose, on va avoir finalement les populations qui vont revenir en fait sur cet espace-là.
avec aussi les politiques d'aménagement qui vont favoriser en fait ce repeuplement-là. Et notamment, ça va se traduire au départ par les populations transhumantes de Peul, parce qu'on se trouve dans une zone de transhumance entre le Mali et les pays côtiers. On va avoir donc des populations Peul qui vont avoir tendance à se sédentariser en partie, surtout sur la partie nord en fait du barrage, de l'actuel barrage. Et on va avoir également en fait des populations Mossi qui vont être amenées à se déplacer depuis le plateau central où il y a une espèce de surpopulation vers cette zone-là qui est plus propice en fait du fait des quantités d'eau disponibles. Du coup, ça va avoir un impact en termes de trame foncière coutumière. Et ce qu'on constate, c'est que de nos travaux, c'est qu'en fait, on constate une distinction entre la rive droite et la rive gauche en fait, de l'actuelle vallée du Nakambe, donc la Volta. On a d'abord en termes d'administration, du fait de l'installation du peuplement, on a une situation sur la rive gauche où on a un partage en fait, du pouvoir entre d'un côté un pouvoir administratif qui est dans les mains en fait, des populations Mossi, de l'ethnie Mossi, les Nabas ayant pour rôle de gérer en fait, administrativement la zone, du fait aussi du lien avec la période coloniale au cours de laquelle en fait, on les a investis en fait, de cette activité-là dans la zone. Et également en fait, les Bissa qui eux sont antérieurs sur la zone et qui ont de fait une maîtrise en fait, de tous les rites funéraires et cultuels autour de l'accès en fait, aux ressources, notamment les liens avec les génies des terres, etc. Alors que sur la rive droite, le dépeuplement a été plus important et finalement en fait on va avoir lorsque les Mossi vont être les premiers à revenir sur le territoire et à repeupler le territoire et donc on va avoir une administration qui va être intégralement Mossi. Donc il y a déjà cette première différenciation entre la rive droite et la rive gauche. Après, ça va se traduire, puisqu'on est dans une zone de repeuplement, en termes de modalités d'installation, sur des modalités qui vont être un peu différentielles. Même si on retrouve des deux côtés des droits qui sont liés en fait, à la délégation des droits de culture, qui vont être donc, lorsque un étranger souhaite cultiver une parcelle, il va donc demander l'autorisation au chef de terre, en passant éventuellement par le Nabam aussi ou non, selon la rive. On va avoir également la possibilité pour certains qui souhaitent s'installer de manière plus durable d'avoir des droits qui sont plus larges, dans le sens où ce n'est pas uniquement de la culture qui pourront être mise en place, mais ils pourront également planter des arbres, transmettre leurs parcelles, etc. Voilà. Donc là, je vais, face à cette trame foncière différenciée, on va pouvoir rendre compte, pour revenir à l'historique que j'ai présenté tout à l'heure, des dynamiques foncières et comment ça va se traduire en termes de pratique de prise en compte de ces différentes dimensions. Comment le phénomène de compensation donc, du coup, va être réalisé. Et les différents éléments qui vont être pris en compte dans le dédommagement des populations qui sont affectées par les aménagements. Donc en reprenant les temps de tout à l'heure, à savoir le petit Bagré d'abord, le moment du petit Bagré, ensuite le temps de la maîtrise d'ouvrage de Bagré, qui considère en fait qu'il faut recoloniser l'espace et qu'il n'y avait rien avant. Et ensuite, on a une période transitoire par rapport à la situation actuelle gérée par Bagré-Paul. Donc, le petit Bagré, donc, qui a été aménagé du temps de l'autorité d'aménagement des Volta, on va avoir une installation de colons dans des zones qui sont considérées en fait, comme complètement dépeuplées, même si ce n'est pas effectivement le cas. On va avoir une expérience pilote qui va avoir pour objectif en fait, de tester un peu la faisabilité en fait, de l'irrigation dans une zone qui potentiellement aurait un fort potentiel. Et c'est une expérience pilote parce que ça va vraiment se réaliser sur une toute petite surface.
Ensuite, lorsque la MOB se met en place, donc en 86 et dans les années suivantes, on va avoir en fait donc l'aménagement des deux types d'aménagements qui vont être celui des 1200 et des 600 hectares, avec une réinstallation qui va être une réinstallation encadrée. Les populations vont être, lorsque le barrage va être mis en eau, les populations impactées vont être déplacées vers des villages artificiels où on va leur donner l'ensemble des éléments pour pouvoir reconstruire leur vie. On va avoir, du fait de la mise en place de ces nouvelles types de cultures, un encadrement pour les productions agricoles, un encadrement qui va être assez strict. On va avoir des politiques qui vont viser à accueillir les migrants. Lorsque se passe l'installation, on va avoir des ménages qui vont être installés en fait sur des parcelles on va avoir des ménages qui vont être installés sur des territoires qui associent à la fois de l'irrigation et du pluvial, donc de l'irrigation sur 1 hectare et du pluvial sur 1,5 hectare, mais de manière systématique pour tous les ménages, quelle que soit la taille du ménage, etc. Ce qu'on constate à partir des données que l'on a, c'est que dans cette réinstallation, on a un pourcentage de femmes qui est de l'ordre de 11%, et une attestation d'attribution provisoire. L'encadrement, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'encadrement de la production agricole, c'est essentiellement par rapport au riz, et c'est un encadrement qui va être très strict, avec un cahier des charges qui va être très strict. Et notamment une obligation en fait, à adhérer à des groupements de producteurs. D'agriculteurs familiaux donc sur les deux zones. En 2005, de nouveaux bailleurs arrivent dans le paysage, notamment des bailleurs du monde arabe, et essayent de mettre en valeur donc, des aménagements prévus qui sont sur 1500 hectares et qui sont exclusivement réservés à des agro-entrepreneurs. Il émerge qu'en fait, il y a très peu de demandes pour ce genre d'aménagement, et donc pendant 5 ans, en fait, sur un potentiel de 1500 hectares, on se retrouve à une mise en valeur qui tourne autour de 100-150 hectares, avec quelques agriculteurs qui ont acheté des pivots d'occasion, souvent à une compagnie sucrière de l'ouest du Burkina Faso. Et donc, en 2011, le ministre de l'Agriculture de l'époque fait une visite sur la zone qui est quand même encore présentée comme une zone de développement très fort de l'irrigation dans la zone. Et en fait, il y a des mouvements de démonstration de jeunes de la zone qui n'ont pas été bénéficiaires des allocations précédentes, qui utilisent l'occasion pour justement demander d'être allocataires de terre sur ce nouveau périmètre. Donc, de facto, la vocation qui était de développer l'agro-entrepreneuriat sur ce périmètre-là est laissée de côté. On alloue des parcelles donc d'environ 1,5 hectare par individu à des agriculteurs de la zone relativement largement définis comme des populations vivant dans les villages environnants qui n'auraient pas bénéficié des allocations à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit en effet qu'il y a quand même une grosse proportion de jeunes, puisque les allocataires, on retrouve environ les gens qui ont moins de 45 ans, représentent presque la moitié des allocataires. Donc là encore, on peut voir que parmi ces allocataires, il y a environ un cinquième de femmes. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé au cours des... donc là, on vous décrit une situation comme elle l'était autour de 2014, un petit peu. Et donc, si on essaye de faire un bilan de ces éléments-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la mise en eau du barrage a entraîné le fait que 25 000 hectares de terre sont devenus non cultivables. Ça a entraîné des déplacements de population très, très forts. Et notamment, ça s'est traduit par une diminution d'accès au foncier pour des populations jeunes et des femmes. Il y a eu une multiplication de conflits fonciers à ce moment-là, du fait de donc une période d'attente très forte après l'expropriation, parce que les aménagements se sont mis en place sur une très longue période de temps et les zones ont été mises en défend, donc il était très difficile aux agriculteurs de venir. Donc c'est un défend qui a été tout relatif. Au bout d'un certain temps, les gens sont revenus et ont bien sûr cultivé, mais dans un contexte où ils ne savaient pas quels étaient leurs accès. Et comme vous le disiez, une première volonté vraiment politique de développer l'agro-entrepreneuriat qui s'est traduit par des mouvements de jeunes qui se sentaient lésés, notamment du fait que la mise en valeur ne se mettait pas en place.
bon, je vais passer sur le... Et en fait, on s'aperçoit que du fait des différences de droit coutumier qui se mettaient en rive gauche et en rive droite, on a des dynamiques qui sont relativement différentes entre les rives gauches, donc notamment entre les rives, pardon, notamment sur la rive gauche, le fait que les chefs de terre étant peu impliqués, on a une multiplication des conflits qui sont mis en place pour l'accès à la terre, mais aussi une multiplication des arrangements informels qui se sont mis en place. Alors que sur l'autre rive, les chefs de terre ont revendiqué leurs droits et la maîtrise d'ouvrage de Bagré qui allouait des terres à des migrants à la fois en irrigué et en pluvial a fait face à une opposition très forte des chefs de terre où les nouveaux allocataires, les nouveaux venus des terres pluviales, en fait, se sont vus refuser l'accès à ces terres pluviales, donc n'ont bénéficié que des terres irriguées auxquelles ils avaient droit. Cette idée d'un petit peu de voir l'irrigation et le pluvial, les allocations irriguées et pluviales en même temps est très important parce qu'on s'aperçoit en fait que cette allocation de terres pluviales a été critique 10 ans plus tard pour la viabilité des exploitations agricoles. Et on s'aperçoit que les agriculteurs, les ménages agricoles qui ont à la fois des terres pluviales et des terres irriguées arrivent relativement à s'en sortir, sont au-dessus du seuil de pauvreté, alors que les personnes qui n'ont bénéficié que d'1 hectare en irrigué se trouvent en situation extrêmement vulnérable. Donc, je vais maintenant passer un petit peu sur qu'est-ce qui est planifié, quelles sont les perspectives qui sont mises en avant. Donc, comme je vous le disais, en 2011, le projet Pôle de croissance de Bagré a été mis en place par la Banque mondiale. L'idée, c'était de développer l'agro-entrepreneuriat sur cette zone-là. C'est vraiment la priorité. Mais quand même, il y a des éléments de ce qu'on appelle un petit peu des politiques de sauvegarde, en effet, pour réinstaller les populations locales et pour les populations locales. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que donc il y a eu un gros travail qui a été fait d'identification des personnes affectées par les projets. Donc, quand je parle là, ici de personnes affectées par les projets, ça va être notamment donc les personnes qui vont perdre leur logement parce que situés dans les aménagements, mais qui sont également en train de cultiver les champs dans ces logements-là, donc ils sont définis comme des PAP. Et il est prévu, sur cette base-là, de leur faire bénéficier de parcelles dans les périmètres irrigués, suivant selon donc 2 modalités, soit leur délivrer un réel titre de propriété sur ces périmètres, ce qui est nouveau dans cette zone-là, soit des baux d'exploitation. Donc quels sont un petit peu les principes qui sous-tendent ces mécanismes de compensation? C'est d'abord, et donc ça c'est vraiment en ligne avec les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, c'est le fait qu'on ait un coût plein de remplacement. Donc en gros, les pertes, notamment matérielles, sont évaluées et des montants sont donnés en liquide à ces personnes-là pour se réinstaller. On compense également les pertes en récolte sur la durée des travaux. Donc initialement, c'est souvent prévu pour durer 1 ou 2 ans. On se rend compte que ça dure 4 ou 5 ans. Mais donc chaque année, l'agence est censée compenser cette perte de récolte. Et en fait, enfin, en ce qui concerne il y a un grand principe qui sous-tend, c'est que le projet doit se faire de façon neutre. Donc, une fois encore, là, on parle de ce qu'on parlait de ce matin de justice, mais agroéconomique d'une certaine façon, où il est nécessaire de maintenir le revenu des agriculteurs à leur niveau. Donc ça se traduit par en fait l'utilisation d'un facteur de 1 pour 5. Les évaluations sont 5 hectares en pluvial. Si vous cultiviez 5 hectares en pluvial dans la zone, vous aurez le droit à 1 hectare en pluvial, 1 hectare en irrigué dans le périmètre irrigué. Donc je reviendrai là-dessus en conclusion, mais donc ça c'est là-dessus. L'autre principe, c'est de dire que quand même pour que chaque ménage, pour que ce soit viable, chaque ménage doit bénéficier au minimum d'1 hectare pour la famille. Donc, si on fait un petit peu les calculs, on se rend compte que dans ces 2 zones-là que je vous ai indiquées, on parle un petit peu de 800 familles environ, 800 exploitants également individuels, et on s'aperçoit en termes d'allocation qui est prévu, donc c'est
d'allouer environ 400 hectares à ces populations-là. Donc 800, il y a environ 7 personnes par ménage, donc 7 fois 8, faites le calcul, je suis trop fatigué, merci. Et donc on s'aperçoit que 400 hectares sont réservés à les agriculteurs familiaux vivant dans cette zone-là, sur une superficie disponible théorique de plus de 2000 hectares. Donc la logique, c'est un petit peu comme dans les autres systèmes, de libérer un surplus pour différentes raisons. Donc en effet, installer des agro-entrepreneurs, mais je vous ai vu tous sourire à la dernière diapo. C'est également parce que donc, dans la perspective, au-delà de 2017, ce qu'il est prévu, c'est que toutes les zones vert clair que vous voyez en dehors sont des zones qui sont un petit peu sur des piémonts, qui sont déjà cultivées en pluvial et sur lesquelles on va installer des agro-entrepreneurs. Et l'idée est donc de réinstaller les agriculteurs qui cultivent ces zones-là dans le périmètre en noir, en vert foncé, qui sont gravitaires. La logique vient du fait que donc, ces périmètres-là sont en gravitaire, donc ne nécessitent pas d'investissement supplémentaire, donc peuvent être mis en valeur par des agriculteurs familiaux. Ces zones-là sont sur des piémonts, donc nécessitent des pompages. Et l'idée, c'est qu'en effet, des agro-entrepreneurs participent au coût d'aménagement par le développement des infrastructures secondaires et du pompage. Donc, si on s'intéresse maintenant un petit peu à... Donc il y a eu des appels d'expression d'intérêt qui ont été faits par le projet pour justement essayer de voir qui était intéressé par l'accès à ces terres-là. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a environ, alors si je ne me trompe pas, il y a une centaine de demandeurs qui ont été identifiés. Donc la grande majorité sont en fait de très petits entrepreneurs, puisqu'on a une grande majorité de gens qui ont prévu de développer moins de 100 hectares, et la tranche 20-100 n'est pas forcément la plus pertinente, mais plus des 3/4 des gens se proposent de développer des superficies autour d'une moins de 50 hectares, et essentiellement des cultures vivrières, comme la riziculture et le maïs, qui dans la zone sont très peu rentables, etc. Donc ça pose énormément de questions sur également la viabilité et la capacité de ces entrepreneurs-là à, en effet, donc on s'aperçoit qu'on crée un petit peu une pression foncière de façon artificielle en planifiant un investissement significatif par des entrepreneurs qui ne semblent pas être présents. Il y a juste 2 grandes compagnies qui veulent développer soit de la canne à sucre, soit du moringa. C'est des compagnies internationales qui ont dans différents pays. Donc juste pour revenir un petit peu et conclure, donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur cet aperçu historique? C'est que donc Bagrépol, cette société d'économie mixte mise en place dans le cadre de ce projet pôle de croissance de la Banque mondiale, il y a quand même eu des innovations et des améliorations qui ont été faites par rapport à la façon dont le foncier a été géré dans les années 90 et au début des années 2000. Notamment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un inventaire qui se veut exhaustif des personnes affectées par les projets, donc se situant dans les aménagements prévus, avec un travail de géoréférencement à la fois de leurs biens matériels, donc les cases, les concessions, mais également de leur positionnement des champs cultivés, donc avec un calcul de leur superficie. Et donc l'entrée, c'est vraiment de voir quels sont les biens affectés, et par l'entrée des biens affectés, on identifie les personnes affectées. Une idée donc de principe de remboursement intégral des pertes, un principe de maintien des revenus qui se traduit donc par ce modèle de donner de la terre en irrigué contre de la terre perdue en pluvial, et une différenciation qui est faite, notamment en lien avec donc, les approches coutumières de la terre, entre un exploitant et un propriétaire terrien. L'exploitant étant compensé au titre de la perte de culture, le propriétaire terrien étant compensé au titre de terre contre terre, donc c'est lui qui bénéficiera soit d'un titre foncier, soit d'un bail. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect positif de la pièce. Mais si on essaye de creuser un petit peu, le travail d'identification des PAP ne remet pas un petit peu la part de l'exploitation agricole qui est située dans le futur périmètre, dans le contexte plus large
de son exploitation agricole. Donc on traite de la même façon des gens qui vont tout perdre et des gens qui vont perdre, disons, 1/10 de leur exploitation agricole, alors qu'ils sont affectés de façon bien différente. On se rend compte qu'il y a des problèmes. Ce qui s'est fait, c'est qu'il y a énormément de parts qui ont été faits sur l'ensemble des aménagements, mais on se retrouve avec des fichiers Excel indépendants. Et là, il y a une question qui ne semble pas être traitée et dans laquelle le Bagrépol n'a pas les moyens de faire, c'est de faire un recoupement entre individus et ménages. Pourquoi c'est important? Ben justement, encore une fois, parce que on a identifié les individus exploitants individuels des champs, mais on ne sait pas comment ils se répartissent à l'échelle du ménage. Donc si on identifie, alors qu'il y a un critère qui se fait à l'échelle de l'individu, puisque chaque individu exploitant aura droit à 0,2% de la superficie en terre irriguée, et un critère à l'échelle du ménage, disant que chaque ménage doit avoir au moins 1 hectare. Donc comment est-ce qu'on arrive à recouper ça? C'est difficile, on a affaire à des bases de données gigantesques, et les moyens ne sont pas là pour être analysés. L'autre chose qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, le résultat, c'est des statuts fonciers au sein d'aménagements qui sont gérés par la même entreprise, qui sont complètement différents. Les périmètres donc, qui avaient été aménagés dans les années 90 par la maîtrise d'ouvrage de Bagré, il n'y a pas de titre foncier, c'est le domaine de l'État, et il y a donc des droits d'exploitation, mais c'est tout. Les nouveaux aménagements seront à cheval avec des agriculteurs avec des titres et des agriculteurs avec des baux et d'autres avec des droits d'exploiter. Donc on peut imaginer qu'à terme, donc, on ne sait pas trop où ça va aller, s'il y a une homogénéisation, comment ils vont gérer ce genre de choses. Sur les nouveaux aménagements, il y a des questions sur Bagrépol peut exercer un droit de préemption sur toute transaction foncière. Les conditions d'exertion de ce droit de préemption ne sont pas claires. Donc si quelqu'un veut vendre son titre ou sa parcelle, dans quelle mesure sera-t-il en mesure de le faire ou dans quelle mesure Bagrépol reprendra la terre, ce n'est pas clair. On s'aperçoit en fait que l'ensemble donc, des parts et des processus de compensation des agriculteurs sont pilotés par des bureaux d'études qui sont contractualisés dans le cadre de ces projets. Donc le rôle de ces entités est crucial et fait souvent peu l'objet d'analyses, d'études relativement fines. Enfin, une autre question, c'est celle on s'aperçoit quand même que autant les principes d'indemnisation des biens perdus, c'est relativement bien calé, ça pose des questions, mais c'est bien calé. Mais toute la question de difficulté du patrimoine qu'on peut appeler un petit peu immatériel lié à la terre, il y a des processus de compensation également, mais ça pose beaucoup plus de questions, ça prend énormément de temps. Il y a des questions sur les cimetières, sur les chefferies, comment est-ce qu'on gère le déplacement donc les chefs Bissa et Mossi ont tous un bonnet représentant leur charge, hein, et une des façons dont c'est présenté, c'est le plus difficile dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on gère le bonnet. Le propriétaire foncier qui va se retrouver, enfin le chef coutumier qui va se retrouver dans une zone qui est sous l'influence d'un autre chef coutumier, comment est-ce qu'on gère ce genre de relation entre différents chefs qui avaient leur propre domaine. Donc ce genre un petit peu de choses qui sont très difficiles à donner une valeur économique là-dessus. On s'aperçoit que ces politiques de sauvegarde et ces approches sont relativement flexibles et tout se fait de façon ad hoc à négociation là-dessus. Et donc pour finir, on revient sur cette question de modèle de développement un petit peu. Donc on s'aperçoit qu'on est vraiment sur, si on regarde l'agriculture familiale, on est dans un projet de développement, mais on met en place des politiques de sauvegarde. Et donc ça, déjà, il y a une contradiction très très forte entre les deux mots. Et donc la première façon dont ça se traduit, c'est ce que je vous disais, c'est que le principe de base, c'est celui du maintien des revenus de l'agriculture familiale. On n'est pas dans une perspective de développement de ce revenu-là, on est sur une question de maintien de ce revenu. Et on s'aperçoit, c'est ce que Sidi Mohamed Seck disait ce matin, on s'aperçoit très rapidement en fait que ces rapports qui se traduisent très crucial, donc ce rapport de 1 pour 5, en fait, ils sont basés sur des hypothèses très optimistes de mise en valeur, 1, 2, de prix du riz, de rendement, et on s'aperçoit très bien, donc l'avantage de Bagré, c'est qu'on peut comparer ces perspectives-là, notamment de rentabilité d'une parcelle en riziculture, avec ce qui se passe sur les parcelles existantes
là-dessus. Et on se retrouve, on est sur un rapport de 1 pour 2. Donc pour le travail de Bagrépol identifie, on va dire, à 600 000 CFA le revenu agricole d'une parcelle de riz. Ce qu'on observe actuellement dans la zone, c'est 300 000 CFA par hectare. Donc on voit bien que ce rapport de 1 pour 5, il devrait au moins être multiplié par 2 pour maintenir ce revenu-là. Donc on voit bien qu'on limite de facto par l'écriture, par les critères qui sont pris en compte, en fait, on limite l'émergence d'une agriculture familiale qui pourrait être rentable à terme parce qu'on restreint l'accès au foncier. Et la raison pour laquelle cet accès au foncier est restreint, c'est justement pour créer un surplus et des réserves qui puissent être données à des agro-entrepreneurs qui sont censés, 1, créer de la valeur ajoutée, 2, promouvoir une agriculture plus productive, créer de la main-d'œuvre, etc. Alors qu'on s'aperçoit que sur la base des pré-projets qui ont été soutenus, et il y a déjà eu un énorme tri qui a été fait parce qu'ils avaient reçu 700 propositions, ils en ont retenu que 100, on s'aperçoit que la capacité à ces agro-entrepreneurs à créer un cercle vertueux de production de valeur ajoutée est plus que questionnable. Voilà. Et donc pour finir, et ça on n'y a pas encore touché du doigt, c'est que comme je vous disais, pour revenir, tout ça c'est cadré par des cahiers des charges et se pose vraiment la question de la légitimité de ce cahier des charges, du respect de ce cahier des charges et de comment est-ce qu'il va être mis en place dans la gestion des périmètres irrigués qui voient une complexité de situation se mettre en place. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais c'est en effet, là, quand on parle du foncier irrigué, c'est cette deuxième phase un petit peu d'adéquation entre les allocations du foncier qui ont mis en place et les modalités de gestion d'irrigué. Donc là, on ne peut pas trop en parler parce que les aménagements n'existent pas, mais c'est la prochaine étape de travail. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci. Oui, merci. Tu as terminé là en disant que la productivité économique ou quelque chose comme ça de ces entreprises était questionnable. Ça fait quand même 3 ans, plus de 3 ans que ce pôle a été lancé. Est-ce qu'on en est encore vraiment à l'heure des questions par rapport à cette efficacité économique? Parce que voilà, tu as bien montré, vous avez montré tous les deux, il y a tout un processus d'indemnisation, et tout ça suppose qu'il y a de l'argent derrière pour indemniser. Donc il y a un investissement qui est fait et qui en vaut la peine parce qu'on espère une rentabilité économique d'une opération, aussi bien pour les exploitants familiaux que pour des entrepreneurs, des industriels et tout ça. Et donc quand même la question de ce modèle économique, du fait qu'il y ait effectivement, comme tu disais, un développement qui se passe, est-ce qu'on commence quand même pas à avoir des indicateurs? Enfin, est-ce qu'on en est encore au stade des questions alors que c'est une expérience qui est quand même déjà, entre guillemets, ancienne? Elle se présente comme la première du genre. J'ai un peu quelques doutes parce que chacune de ces expériences est toujours la première du genre, mais bon, il y en a, la Banque mondiale fait des premières du genre comme ça un peu aux 4 coins de la planète, mais c'est toujours la première du genre. Et du coup, on tarde quand même à avoir des évaluations qui reviennent un peu sur, bah oui, mais en termes économiques, finalement, qu'est-ce qu'on tire de ces investissements? Moi, juste une réponse tout de suite, c'est un vieux projet. Pour l'instant, il n'y a aucun entrepreneur qui s'est installé, donc on n'a aucun élément pour quantifier en effet la rentabilité économique de ces agro-entrepreneurs. Les appels d'offres ont été lancés en 2011 pour ça. On est en 2016, on a une liste de pré-projets et aucun aménagement réalisé et aucun développement fait. Donc la seule chose sur laquelle on aurait un retour, c'est deux agro-entrepreneurs qui ont 100 hectares de pommes de terre. Voilà. Et bon, on n'a pas fait d'études économiques précises, mais tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont diminué leur superficie et ils s'y retrouvent pas et il n'y a aucun mécanisme qui se met en place, quoi. Juste ceci étant, en fait, il y a d'autres agro-entrepreneurs qui, dans le passé, ont eu accès à des surfaces, mais globalement, en fait, ils n'ont pas mis en valeur. Donc, du coup, on n'a pas non plus les éléments là-dessus. Et le dédommagement, ça vient du budget de l'État. Donc, pour l'instant, c'est aussi un élément intéressant. C'est des politiques qui sont mises en avant par la Banque mondiale dans le cadre de ces projets. En fait, c'est la contribution du budget de l'État. Tous les mécanismes de compensation dont on a parlé, c'est la contribution de l'État là-dessus qui, depuis 3-4 ans, a payé chaque année, notamment la perte en termes de culture, quoi.
Bon, honnêtement, on n'a pas fait l'étude là-dessus, donc ça serait difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins sur une des rives, il y a des problèmes de conflits fonciers qui font que les gens n'ont pas pu exploiter comme ils le souhaitaient. Mais ça ne justifie pas le fait qu'il n'y ait que 200 hectares sur les milliers qui auraient dû être affectés, ça c'est clair. Je pense qu'une des raisons pour expliquer le non-développement de l'agro-entrepreneuriat durant cette période intermédiaire là, sur les 1500 hectares, c'est qu'on a été sur un moment de transition politique justement, d'une gestion totalement publique par la maîtrise d'ouvrage de Bagré, qui avait planifié ces investissements, et un changement avec la création d'une société d'économie mixte et la Banque mondiale qui revient dans le jeu et qui commence à re-questionner toutes les démarches qui avaient été mises en place. Et donc ça a un petit peu stoppé toute une dynamique qui avait du mal à se mettre en place. Donc il y a eu des blocages à la fois sociaux parce qu'il y a eu des conflits, ça s'est posé, et ça s'est mis dans un contexte de transition en termes de développement du paysage des bailleurs dans la zone qui était intéressée. Question, réponse ? Oui, enfin c'est à la fois des questions et des remarques. Merci pour l'exposé, c'est très intéressant parce que ça questionne un peu ce modèle toujours premier du genre, comme disait Jean-Yves. Première question, j'ai entendu dire au Burkina justement que les mines d'or étaient exemptées de redevances en eau sur le bassin de la Nakambé. Donc qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce n'est pas forcément non plus un mauvais exemple que l'on donne à d'autres usagers qui potentiellement devraient s'acquitter d'une redevance de l'eau? Deuxièmement, on est en pays Bissa. La migration Bissa vers l'étranger est quand même très forte. Et on retrouve énormément de Bissa qui, paradoxalement, font de l'irrigation, mais en Italie, puisqu'ils travaillent sur les périmètres irrigués de tomates dans les Pouilles. Et puis, troisième point, il me semble que pour comprendre les blocages actuels, il faut le relier à l'histoire récente du Burkina. Et je pense aussi aux différentes factions politiques qui se sont partagées le pouvoir dans la période récente et à tous les réseaux clientélistes qui ont affecté les attributions des appels d'offres. Si on ne fait pas une étude des trajectoires personnelles des décideurs et des investisseurs, je pense qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe et donc au blocage qu'il y a dans la zone. Si je le dis, c'est pour témoigner par rapport à un appel d'offres dans lequel j'ai été impliqué, où on n'a pas été retenu, avec tout un consortium de bureaux d'études, parce que visiblement il y a eu un choix préférentiel pour des acteurs qui étaient certainement plus conciliants. C'était avant la chute de Blaise Compaoré, évidemment, puisque c'est 2011-2012. Et il me semble qu'il y a des éléments assez douteux dans l'histoire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la Banque mondiale avait délégué la gestion de l'appel d'offres à la maison de l'entrepreneur, la maison de l'entreprise à Ouaga, et que le type qui s'est attribué l'appel d'offres, c'est le président de la maison de l'entreprise, qu'on a retrouvé à Bagré. Donc il était jugé parti. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est un facteur explicatif des blocages fondamentaux et donc, évidemment, de la perte de confiance vis-à-vis de ce genre de projet. Une autre question? Merci. 3 points rapidement. Il y a un de vos graphiques qui montre les droits et un tableau les droits et les devoirs. Bon, je crois que j'ai assez compris pour ce qui était des devoirs, mais les droits, je ne vois pas très bien. Je crois que ce serait bon qu'on voit quels sont les droits de ces exploitants. Il y a un très joli schéma en triangle là, avec, comment dirais-je, la maintenance, etc., terre, eau et infrastructure. Pour la relation exploitant-terre, on a dit bon, le respect des itinéraires techniques, etc., qui sont imposés. J'ai entendu imposer, ça m'a fait un piquer. Ma question, c'est quel est le mode de gestion et le type d'encadrement? Parce que si ce sont les exploitants qui doivent se débrouiller eux-mêmes pour acquérir les facteurs de production, il reste très difficile, dans ce contexte-là, d'imposer, à moins que le critère de ressources financières soit pris en compte au départ dans les modalités d'attribution des terres. Alors, les conditions, l'affectation d'une parcelle irriguée, 1 hectare, 1,5 hectare en pluvial, quel est le statut foncier quand il s'agit de parcelles irriguées ou de parcelles pluviales? Quel est le droit foncier ou le statut foncier de l'exploitant? Est-ce que les terres ont le même statut?
En fait, juste les coûts d'aménagement. Moi, j'ai coûté mes 2500 hectares avec tout ce qu'on a fait depuis l'histoire. Moi, ça me donne envie d'avoir une idée du coût d'investissement à l'hectare et de savoir un peu quelle comparaison et quelles leçons on peut tirer de ce que vous avez fait, ce que vous faites, ce qui se fait à Bagré et de l'expérience et des expériences d'aménagement hydro-agricole de la vallée du Sourou, toujours au Burkina. Alors, Jean-Louis, par rapport à ta question sur les mines d'or, ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à la redevance hydraulique, c'est vraiment c'est en définition pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est en train de se mettre en place, qui est de dire que les gros consommateurs vont devoir payer la redevance en eau de manière prioritaire par rapport aux agriculteurs, aux petits agriculteurs. Ceci étant, en fait, c'est pas encore établi de manière stricte. Et le seul qui paye actuellement la redevance hydraulique, c'est la Sonabel, donc l'électricité. Voilà, donc les gros consommateurs, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de construction en fait, par rapport à la redevance hydraulique qui ne s'est pas encore clairement établie. Juste là-dessus, Bagrépol s'inquiète justement du fait qu'ils vont peut-être devoir payer une redevance en eau à l'agence de l'eau du Nakambé et qu'ils vont donc devoir répercuter cette redevance-là aux agriculteurs sur des comptes. Mais donc voilà, il y a des discussions en cours et ce n'est pas du tout clair. Pour l'instant, on évite un petit peu de... Enfin, pas nous, mais ils évitent un peu de mettre ça sur la table là-dessus. Après, le deuxième point sur la migration Bissa en Italie, c'est vrai que c'est une zone d'émigration très importante, le pays Bissa, et ça s'explique en partie par le fait que ces aménagements-là, le croît démographique n'est pas pris en compte comme dans beaucoup d'aménagements. Et donc on se retrouve assez rapidement, au bout de 1 ou 2 générations, dans une situation intenable au niveau économique, et donc des populations jeunes qui vont aller migrer, soit sur Ouaga ou sur les mines qui sont environnantes, ou bien carrément à l'extérieur, comme en Italie, comme tu décrivais tout à l'heure. Donc ça, c'est effectivement une réalité. Et ça pose aussi, un des objectifs aussi qui est affiché par Bagrépol, c'est aussi d'être un territoire d'emploi aussi, et un bassin d'emploi. Et ça, pour l'instant, en fait, on est loin de la situation. C'est bon. Après, pour les détournements, oui, ça, c'est effectivement une réalité. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, sur la question d'essayer de suivre la trajectoire des appels d'offres, des bureaux d'études, etc. Moi, j'ai été frappé quand on était là-bas justement le bureau d'études qui a été en charge de tout ce travail sur les parts et de compensation. On voit que c'est pas des bureaux d'études qui sont vraiment motivés par ce genre de travail. Mais je pense pas que c'est pas un facteur de blocage. C'est plus une conséquence d'une façon dont un projet a été pensé qu'un facteur de blocage de développement, par exemple, de l'agro-entrepreneuriat dans la zone, quoi. C'est pas ça c'est un épiphénomène d'une certaine façon. Et il y a du détournement qui se met en place, mais c'est pas ça qui bloque le développement de l'irrigation localement, quoi. Mais c'est très très intéressant. Il y a un rapport qui est très intéressant de Peter Rocher sur la société civile au Burkina Faso et qui montre justement les relations très très fortes entre bureaux d'études indépendants et l'administration, la majeure partie des bureaux d'études étant issus de l'administration et donc avec des connexions très très fortes là-dessus. Sur les coûts d'investissement à l'hectare, on n'a pas travaillé dessus. Il y a une étude de Global Water Initiative qui a fait une étude ex post et il doit y avoir des éléments là-dessus. Ce serait intéressant de regarder avec le Sourou, mais je n'ai pas de chiffres en tête. En fait, ça va être des non-réponses en fait, à vos questions, parce que donc, le statut foncier pluvial irrigué, donc il faut en effet différencier donc, la période actuelle où il n'y a pas d'allocation pluviale du tout. Donc ça va être dépendant, à mon avis, du droit coutumier sur le pluvial à l'heure actuellement. Les allocations de la MOB, justement, donc il y a les allocations en pluvial, en irrigué, pardon, ont pour statut foncier, sont du domaine foncier de l'État, avec un droit d'exploitation temporaire. Et le pluvial, bah justement, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est retombé sur le droit coutumier. Et donc, c'est ces interactions-là qui ont été mises en place. Mais la MOB ne s'est pas investie pour assertir un droit, alors que
dans le cadre de la ZUP, elle aurait légalement les éléments pour imposer un petit peu les décisions qui ont été faites. Sur le terme aussi, il y a des agro-entrepreneurs hors flèche, là. Oui. Ceux qui étaient dans le pluvial vont descendre dans l'irrigué. Oui. Et donc, on va installer... ce qu'on va installer, les agro-entrepreneurs auront des baux amphithéotiques sur ces parcelles pluviales qui sont censées devenir irriguées. Et les petits agriculteurs qui vont être recasés dans les périmètres gravitaires vont être bénéficiaires d'un bail. On n'a pas les données, on n'a pas les droits qui sont... on ne sait pas si c'est des bails courts, on ne sait pas si c'est des bails amphithéotiques, ce n'est pas mentionné dans les droits et on connaît pas, on n'a pas les documents juridiques pour voir quels étaient les droits associés vraiment à ça. Et ensuite, sur l'imposition de l'itinéraire technique, c'était l'idée initiale de la MOB de cadrer un petit peu là-dessus. Ce qui s'est très rapidement fait, c'est qu'en effet, comme il n'y a pas la capacité de suivi, d'encadrement de ces agences-là, c'est que les agriculteurs sont, pendant un moment, ont respecté la riziculture. Et là, maintenant, il y a une ouverture et les gens développent un petit peu les itinéraires techniques qu'ils souhaitent développer. Ils changent de culture. Il y a eu une ouverture sur notamment la diversification agricole qui est limitée parce que on est quand même sur une zone de bas-fond inondée. Donc, on est quand même en grande majorité rizicole, quoi, sur les périmètres existants. Ceci étant, pour compenser, en fait, comme Agripol quand même essaye de prendre en compte un peu toutes ces erreurs du passé, ils ont développé quand même un système d'encadrement avec des conseillers agricoles spécifiques à Agripol qui vont appuyer en fait les agriculteurs sur la zone, qui vont aussi appuyer toutes les activités de transformation qui sont réalisées pour la transformation agricole qui seront associées, hommes ou femmes. Donc il y a quand même des activités, un système d'encadrement qui est en train de se développer et qui compense totalement l'absence de conseils agricoles faits par l'État et par le ministère de l'Agriculture, où là il n'y a plus les sous pour le faire, quoi. Oui, c'est inclus dans le... Oui. Ah ouais. Ce service fait partie des dispositifs de compensation, en fait. On apporte, au-delà des semences, des engrais qui sont donnés pour les premières saisons de mise en culture, il y a aussi cet appui-là. Bon, après on en est encore sur de la planification, parce qu'encore une fois, les zones sur lesquelles ça doit se mettre en place, les travaux ont été commencés en octobre 2015. Donc c'est encore de la planification, c'est des principes de mise en place. Dans quelle mesure ça va être vraiment réalisé là-dessus Exactement. Juste là, vous avez fait une réflexion quand on a parlé du coût de l'eau. Chargé d'hydraulique, vous dites, bon, eux, pour le moment, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas nous, c'est eux. Bon, il n'y a pas de dialogue entre que le chercheur, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un dialogue ou à un moment des interrogations comme ça que se posent les chercheurs soient adressées aux encadreurs, à l'administration pour qu'on interagisse? Quand tu as dit c'est pas nous, c'est eux, non, en fait, c'est c'est une question qu'on n'a pas abordée pour l'instant, en fait, c'est juste ça. On l'a pas mis sur la table, on leur a posé la question dans quelle mesure Agripol va payer une redevance à l'agence de l'eau du Nakambé. La réponse qu'on nous a dit, c'est wait and see, on discute à l'heure actuelle. Ouais. Et donc, sur la redevance en eau, l'autre enjeu qui n'est pas réglé encore, c'est cette question de la redevance pour la maintenance des infrastructures. Donc, on est encore une fois dans un projet qui essaye de mettre en avant le secteur privé. Donc, l'idée initiale, c'était en fait de contractualiser une entreprise pour réaliser la maintenance de ces infrastructures-là, qui serait payée via le prélèvement de la redevance. Les premières études qui ont été menées sur justement essayer de voir la capacité de paiement des agriculteurs au vu des perspectives économiques et les besoins de maintenance pointent du doigt que pour une entreprise privée, ça ne sera jamais rentable. Et donc, il y a énormément de discussions là-dessus aussi sur, OK, on était parti sur un modèle, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir. Donc, il y a toutes ces questions autour de la redevance en eau, elles sont en cours, on en a discuté, on l'a abordé un peu, mais sans vraiment avancer là-dessus sur des perspectives. C'est très difficile, en fait. On a de très bonnes relations avec l'agence Agripol, mais c'est un projet où il y a tellement d'attention dessus. Il y a tellement de choses en cours que il y a tellement de processus qui courent que c'est très difficile de s'insérer à des moments donnés pour essayer d'influencer les discussions, les choses comme ça. C'est des grosses machines
Ouais, sur lesquels il est difficile d'apporter du matériel pour essayer d'orienter un petit peu les choses si besoin, quoi. Moi, il se trouve qu'il y a exactement 30 ans, j'ai eu à faire une mission ponctuelle au Petit Bagré. Bon, j'ai pas travaillé sur le foncier, ça ne nous était pas permis. Mais c'était à l'époque de Sankara, mais on devait travailler sur le transfert de gestion du Petit Bagré aux irrigants, au groupement des irrigants. La question était de savoir si ça allait être progressif ou radical d'un coup, moyennant un programme de formation, etc. Bon, le fait qu'il y ait eu cette idée, à l'époque, hein, le Petit Bagré passait comme un succès. Bon, la mission était financée par la Caisse centrale de coopération économique, l'ancienne AFD, qui voulait, enfin qui poussait à ce qu'il y ait une gestion par les irrigants, etc. Bon, le fait qu'à cette époque-là, ça paraissait comme un modèle, le Bagré, le Petit Bagré, hein, c'est 80 hectares, comme vous l'avez dit, c'était quand même, à l'époque, ça paraissait assez novateur, bon, de vouloir transférer sur un domaine de l'État aux paysans, quoi. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, probablement ça ne s'est pas fait, mais je n'ai pas eu de suite, etc. Je vais donner une anecdote, enfin, je voudrais dire que ce qui m'a frappé à l'époque, c'est le poids des bureaux d'études d'exécution. À l'époque, c'était la SOGREA. Ils avaient un poids important dans les orientations, pas toujours mauvaises d'ailleurs, leurs idées. Hein, bon. Et puis la chefferie. Alors il se trouve qu'on a pu aller voir le Naba de Tenkodogo. Ça ne doit pas être très loin, si mes souvenirs sont bons. Bon, il était interdit de parler de foncier, de droit, etc. avec lui. Il nous a parlé de football. Mais je me rappelle très bien la scène où il était, etc. Et son entourage, son quartier, avec des grosses marmites. Bon, il y avait un monde fou là-dedans. Mais je voudrais savoir si la chefferie, par la suite, après Sankara, a joué un certain rôle. Bon, il y a les chefs Bissa aussi, etc. Bon. Et est-ce qu'il y a eu, bon, en matière de gestion par les paysans, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fait ou pas? Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que ça a beaucoup évolué? Je m'excuse de revenir 30 ans. Non, au contraire. Non, au contraire, c'est intéressant. En fait, la zone est sous la dépendance, depuis la colonisation, en fait, elle est sous la dépendance du Naba de Tenkodogo. Donc c'est lui qui gère le Naba de Bagré. Donc il y a un système hiérarchique comme ça de Naba les uns par rapport aux autres. Donc de fait, à l'heure actuelle, c'est toujours eux qui ont un poids en termes d'administration du territoire, administration coutumière, je veux dire, du territoire. Ceci étant, lorsqu'il y a des installations sur la zone, les gens ne font pas référence jusqu'au niveau du Naba de Tenkodogo, ils s'arrêtent au Naba de Bagré au maximum, quoi. Et c'est le cas pour une installation sur un plus long terme, en fait, une volonté d'installation à plus long terme. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai sur les terres pluviales, mais sur les terres irriguées, c'est l'État qui gère ça maintenant, l'État via Bagrépol qui gère ça. Ouais, sauf que donc, la chefferie a eu une influence assez importante dans cette période de transition 2011, 2012, 2013, où il y a eu des mouvements de jeunes pour l'allocation, ce changement de périmètre entrepreneur à périmètre familiaux. Il y a eu des grosses discussions entre justement une association de jeunes et la chefferie pour voir justement qui serait finalement la liste d'allocataires là-dessus. Donc là, il y a dessus. Sur la gestion de l'irrigation, Petit Bagré, la MOB, les premiers 1800 hectares, il était aussi prévu d'avoir une expérience pilote de gestion participative de l'irrigation avec des associations d'usage de l'eau. Ces associations ont été créées, n'ont jamais fonctionné. La MOB a pris en charge la gestion et donc ça a entraîné n'ayant pas les moyens de maintenir le système, et n'ayant pas eu une responsabilisation de groupements d'usagers, les infrastructures se sont rapidement dégradées.
j'imagine que dans la perspective de la gestion de ces nouveaux périmètres pour l'agriculture familiale, on est aussi sur ce genre de modèle-là, mais on est vraiment encore en amont. On n'est pas du tout, les questionnements sur la gestion du périmètre ne sont pas du tout à l'agenda à l'heure actuelle. On est vraiment sur la gestion de l'identification et de la réallocation foncière. Et notamment, ça pose énormément de questions parce que ça sera des périmètres qui ne seront pas complètement rizicoles, mais donc les études détaillées ont montré qu'il y aurait des parties en riziculture et des parties en autres cultures, polyculture, maraîchage, maïs. Et donc il va y avoir des zonages à faire et donc des modalités de gestion de l'irrigation qui vont être différentes. Et ça n'a pas du tout été, ça n'a pas du tout réfléchi. La seule chose qui est assez réfléchie par rapport à ce qui était dit ce matin, c'est d'essayer de respecter les lignages justement dans l'organisation de l'allocation des parcelles qui vont être allouées pour faciliter ces interactions au niveau du tertiaire ou au niveau des unités de gestion de l'irrigation. Donc ça, c'est une forte demande des agriculteurs et c'est quelque chose qui est entendu par l'agence de gestion, notamment sur la base de l'expérience qui avait été au Sourou, où ça n'avait pas du tout été respecté et où on s'est aperçu qu'au bout de 20 ans, en fait, il y avait eu des déplacements qui s'étaient faits de facto. En fait, les gens s'étaient réarrangés pour que le long d'un tertiaire, ce soit les gens d'un même lignage, ce soit plus facile à gérer entre eux, quoi. Non ? Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc la journée se termine et on s'est rendu compte que quel que soit le type d'aménagement et le type d'acteur, la question foncière posait quand même soulève de nombreux débats et questions dans la gestion de l'irrigation et le lien justement entre ces deux ressources, terre et eau, que ce soit sur des petits périmètres comme Bagré, un peu plus grands au Sénégal, sur les périmètres de bas-fond et sur des zones au Niger ou Sélingué. Donc c'est une question qui mérite de continuer à être creusée et mérite encore de nombreux travaux. Bien sûr. Donc, moi, je pense que les cas qu'on a vus sur différents pays doivent aussi questionner un certain nombre de choses. Quelles sont les constantes et quelles sont les innovations mises en œuvre dans un pays ou dans un contexte qui peut aider à décoincer ou faire évoluer les choses. Approcher la notion de foncier irrigué, il faut vraiment qu'on lui donne une dimension particulière, que ce ne soit pas seulement le foncier comme ça et accessoirement irrigué, parce que dans ce que vous dites, dès lors qu'on passe de la zone pluviale, qu'on le donne à des agro-entrepreneurs, on passe de ce statut coutumier à un domaine de l'État. Donc, l'apport de l'eau à la terre crée une condition assez particulière. Et d'autres éléments, entre autres, qui militent en fonction vraiment de l'approfondissement conceptuel, ou je ne sais pas comment, comme disent les gens qui sont très forts là, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plus sur le terrain. Question de foncier irrigué, si on part de la terre d'abord pour régler les problèmes et ensuite la question de l'eau, mais le problème de non-viabilité à terme auquel va être confronté ce périmètre-là, je ne préjuge pas, mais je pense que ça va arriver, c'est la question de l'entretien et de la maintenance des réseaux, parce que s'il y a irrigation, il y a réseau, mais il y a également le coût de l'eau en dehors de la terre. Je crois que là, vraiment, au niveau du pôle, cette notion de foncier irrigué mérite quand même que ce soit approfondi et que ce soit un concept, vraiment en lui-même un concept, et pas qu'on lie la terre d'abord, plus on lui apporte de l'eau. Je pense que on a en fait les ressources, il y en a qui sont vieux comme Pichot et un peu moins, il y en a qui sont un peu plus jeunes, et je crois que si on fait la bataille, on pourrait porter ça. Merci. Merci à tout le monde pour votre participation, et je pense que c'est effectivement un sujet qui prend de l'ampleur et de plus en plus d'importance au travers de nombreux travaux au sein du pôle, CTFD, au niveau du COSTEA aussi. Et d'autres journées seront certainement organisées, peut-être en croisée sur cette thématique-là. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui, et vous retrouverez les présentations orales ainsi que les supports sur le site de la MSH.